L'intervention de Christian Garnier, donc membre d'ATTAC de l'Europe, plus particulièrement du mécanisme européen de stabilité. Et je tiens juste à préciser que ça sera la prochaine Assemblée citoyenne et on parlera de la lutte contre le Front National avec l'intervention de Fred Falzon. Donc Christian Garnier. Bon, alors ce soir on a décidé de mettre la question de l'Europe un petit peu bon, dans le débat dans notre Assemblée citoyenne. C'est quand même, il faut le noter, c'est pas souvent qu'on a cette possibilité, parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe au niveau européen nous interpelle fortement et risque d'avoir des conséquences extraordinairement graves sur la politique, y compris dans ce pays, puisque depuis que Hollande a été élu, vous avez vu que en Grèce, déjà, les effets des potions néolibérales se sont traduites dans les urnes par une poussée très forte de tous les partis qui sont contre la solution libérale, les politiques d'austérité, avec une très forte poussée du parti de la gauche radicale, dont le nom en grec m'échappe, mais bon, Syriza, voilà, c'est assez proche du front de gauche, qui se retrouve propulsé comme deuxième force du pays. Bon, en même temps, il y a aussi la poussée d'un parti, mais alors carrément nazi, le parti Aube Dorée, avec un nom poétique mais extrêmement dangereux, qui montre bien qu'une course de vitesse au niveau de l'Europe est engagée entre les forces qui souhaitent une alternative aux politiques néolibérales et les forces fascistes et réactionnaires qui, au contraire, poussent à des solutions totalement condamnables. Voilà. Donc, alors, pourquoi sur pour le débat, là, je proposais d'avoir ce débat, puisque non seulement Hollande est interpellé par ce qui se passe au niveau de la Grèce, mais il va y avoir des échéances qui vont se poser, comme la ratification du traité du pacte budgétaire. Alors le pacte budgétaire, c'est le nom simple du TSCG. Vous savez qu'en Europe, ils ont toujours des acronymes extrêmement barbares. Alors le TSCG, c'est le traité pour la stabilité et la coordination de la gouvernance de la politique de la zone euro. C'est donc un traité qui porte que sur la zone euro. Donc pour répondre à la crise de l'euro. Donc le 1er mars 2012, 25 chefs d'État sur les 27 qui composent l'Union ont signé un nouveau traité. Donc c'est ce fameux traité sur la stabilité, la coordination, la gouvernance de l'Union économique et monétaire. Bizarrement, les gens, il y a des gens qui ont voté sur ce traité alors qu'ils ne sont même pas dans la zone euro. Ce qui a permis, d'ailleurs, l'Angleterre n'a pas voté, mais l'Angleterre n'est pas dans la zone euro. Ce montre quand même que la façon dont on échafaude l'Europe est assez biscornue. Alors, depuis le 1er mars, ce traité a été signé dans le but avoué de rassurer les marchés et de stabiliser les choses. Comme vous le voyez, c'est un grand succès, puisque les marchés sont de nouveau en effervescence. Alors, ce traité devrait entrer en vigueur, en principe, en 2013, et il devrait être, il a été signé par les chefs d'État, et il doit être ratifié par les parlements, et cela avant 2013. C'est-à-dire que, si on regarde bien, il va y avoir 6 mois, dans les 6 mois à venir, les divers parlements des pays constituants de la zone euro vont devoir ratifier. Alors, en somme, le nouveau parlement qui va sortir des urnes le 17 juin sera confronté à cette ratification. Alors, ce traité est un traité qui est quand même extraordinairement... dont les conséquences seront très, très, très impactantes, très contraignantes
pour la politique française, parce que, et la politique de tous les pays, et la politique économique. C'est un traité qui vise à limiter l'endettement des pays, en mettant en place ce que j'appelle un frein à l'endettement, une règle d'or. Ça répond à une logique simple. Un État en déficit doit chaque année emprunter sur les marchés, puisqu'il est fait interdiction, d'après le traité de Lisbonne, aux pays de se financer autrement qu'en passant par les marchés financiers. Ils ne peuvent plus se financer auprès de leur banque centrale. Donc, ce qui fait que les pays sont complètement liés au marché financier. Alors, comme c'est le moyen que trouvé par les technocrates de Bruxelles, c'est de dire, bon voilà, comme ça on empêchera, il ne faut plus qu'il y ait de déficit, comme ça les États n'emprunteront plus. Et pour plus qu'il y ait de déficit, ils décident eux qu'au lieu de décider d'augmenter les recettes, eh bien qu'il s'agit de baisser les dépenses. Essentiellement les dépenses sociales. Voilà un petit peu la philosophie du traité. Alors il y a un indicateur pour cela, c'est un indicateur le déficit structurel. Alors ils se veulent soi-disant scientifiques, alors qu'on sait que l'économie c'est loin d'être une science, puisque suivant les paramètres qu'on prend, on peut avoir des objectifs qui sont complètement contradictoires. Bon ben là, le déficit structurel, c'est un déficit qui en plus n'est pas accepté par l'ensemble des institutions. Vous prenez le FMI, ça n'est un, vous prenez la Commission, ça n'est un autre, vous prenez en plus l'OCDE, chacun a son déficit structurel. Mais le principe, c'est d'avoir un chiffre qui est soi-disant neutre, qui est soi-disant défini par des techniciens, et d'imposer à tous de s'y plier. Alors le déficit structurel ne doit pas dépasser le 0,5%. Donc il ne doit pas y avoir un déficit supérieur à 0,5% du PIB. Bon, alors en somme, ce traité, c'est un petit peu l'application de ce qui se fait en Allemagne, puisqu'en Allemagne, ils ont voté, intégré dans la Constitution, que les déficits budgétaires ne devaient pas dépasser 0,35. Alors eux, les Allemands, ils sont encore plus forts, mais ça se fera malgré tout en étapes. Il faut réduire progressivement, ça ne va pas être immédiat, c'est pas précisé, mais c'est à peu près de 0,5 points par an, pour arriver à ne pas dépasser ce fameux déficit de 0,5. Voilà un petit peu la philosophie de ce traité qui finalement va nous obliger, va nous contraindre, puisqu'il contient aussi des clauses qui vont rendre obligatoire de présenter devant la Commission les budgets des États, qui vont rendre obligatoire que chaque État prévoit, soit dans sa constitution, soit dans sa loi, des procédures d'encadrement, où chaque fois qu'il y aura un dépassement du déficit autorisé, eh bien des mesures seront prises de manière automatique, c'est-à-dire seront diminuées les prestations, seront diminuées les retraites, et cela sans plus débattre de politique. C'est-à-dire vraiment là, vraiment une situation extraordinairement antidémocratique. Voilà un petit peu les grandes lignes de ce traité. Alors, je vais vous donner un petit peu ce que nous fait ATTAC, mais qui donner un petit peu l'analyse de cela. Bon, si on adopte ce traité, on va en effet accélérer le processus de paupérisation engagé, dont la Grèce est l'exemple malheureusement avancé. La Troïka, qui est, je le rappelle, la Commission européenne, la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire international, ce sont eux qui dirigent aujourd'hui en Grèce, qui décident quels sont les budgets qui sont retenus, quelles sont les mesures qui sont adaptées pour faire que les aides arrivent. C'est donc cette Troïka. Bon, la Troïka et les gouvernements ont choisi de réduire surtout donc, les dépenses publiques, je le disais, baisser les salaires, augmenter les impôts indirects. Les impôts indirects, c'est les impôts qui touchent tout le monde. C'est-à-dire, c'est la TVA, c'est la taxe sur les produits pétroliers, donc évidemment, ça touche essentiellement les classes populaires. Et donc, or, cette politique, loin de conduire à une réduction des déficits, avec le pacte budgétaire, ça généralisera ces politiques dépressives et elles seront menées en plus à l'échelle de toute l'Europe.
Donc ça va avoir des conséquences graves, parce que le chômage va augmenter, la pauvreté, les difficultés de logement, les services publics qui seront évidemment attaqués comme dépenses qu'il faut contraindre. Voilà. Donc et ensuite, ce pacte budgétaire portera aussi un coup à toutes les mesures d'investissement sur plusieurs années. Parce que quand vous avez décidé d'investir sur plusieurs années, vous faites des dépenses qui, à un moment donné, vous créez du déficit, ce qui est normal. Vous pouvez décider un déficit à une année, mais parce que l'investissement vous permet ensuite de récupérer sur plusieurs années. Par exemple, l'écologie. Si on veut vraiment avoir une transition écologique, les mesures qu'il faudra prendre vont être des mesures importantes, de structure, qui vont demander des engagements financiers importants. Eh bien, avec ce pacte budgétaire, ça sera fini, vous ne pourrez plus le faire. Ou alors, il faudra réduire vraiment toutes les prestations à zéro pour pouvoir investir. Donc, on le voit, c'est vraiment un pacte qui va nous coincer. Bon, donc ensuite, ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est la démocratie qui est mise à mal par ce nouveau traité. Parce que les technocrates de la Commission, eh bien, c'est eux qui vont décider. Ils vont être maîtres du calcul de ce mystérieux déficit structurel. C'est eux qui décideront quels sont les paramètres qu'on prend en compte. Et les sanctions contre les pays contrevenants seront désormais quasi automatiques. C'est-à-dire, ils ont même inversé les règles. Auparavant, il fallait une majorité, vous savez, la fameuse majorité, l'unanimité pour décider des mesures comme l'harmonisation fiscale ou l'harmonisation sociale. Bien là, non, pas du tout. Là, il faudra une majorité pour s'opposer aux sanctions. Donc ça veut dire que les sanctions seront maintenant automatiques, parce qu'auparavant, il y avait bien ce pacte de stabilité à 3%, mais il n'y avait pas, pratiquement, pour avoir des sanctions, il fallait que tout le monde les vote. Là, ce sera le contraire. Il faudra qu'une majorité s'oppose pour qu'il n'y ait pas de sanctions. Donc on le voit, c'est quand même très, très contraignant. La Commission, ou tout État qui le souhaitera, pourra traîner un autre État devant la Cour européenne de justice. C'est elle qui décidera si les pays ont fait vraiment ce qu'il était nécessaire de faire. Voilà. Ça, c'est aussi, là aussi, c'est une espèce de... On prend des espèces de techniciens, soit des techniciens économiques de la banque, soit des techniciens de la justice, entre guillemets, la Cour de justice européenne, qui prend toujours des décisions qui favorisent les multinationales et la libre circulation, et jamais, évidemment, les salariés ou la population en général. Voilà. Donc cette troïka, Commission, FMI, Banque centrale, pourra imposer ces conditionnalités à tout pays en difficulté. Comme le FMI, d'ailleurs le fameux MES, c'est-à-dire le mécanisme européen de stabilité qui a été voté il y a à peu près 2 mois. Le MES, il ne faut pas se tromper, c'est exactement comme le FMI. C'est-à-dire, c'est une structure qui permettra d'aider les pays en difficulté. C'est une structure qui a été mise en place pour remplacer le fameux fonds de solidarité financière qui n'avait pas juridiquement n'était pas trop assuré. On l'a remplacé parce que les Allemands avaient constaté, leur cour de justice avait pointé. Donc on a mis en place ce MES. Et bien le MES, ça sera comme le FMI. Et pour pouvoir bénéficier des aides du MES, c'est-à-dire d'une structure qui aura regroupé, un peu comme le FMI, plusieurs centaines de milliards d'euros pour venir à l'aide des pays en difficulté, eh bien il faudra évidemment avoir accepté les conditionnalités, c'est-à-dire réduire les dépenses publiques, réduire sur la retraite, etc. Toute la politique traditionnelle d'austérité. Voilà. Donc on voit bien, on le voit, c'est ce qui se fait aujourd'hui en Grèce, c'est ce qui se fait aujourd'hui en Espagne, au Portugal. On réduit les salaires, on institutionnalise la précarité, on attaque, c'est les fameux soi-disant rigidités du travail, on met en place la flexibilité. Voilà. Donc cette orientation va déboucher sur les fondements de l'Union européenne, ou le chacun pour soi, si rien n'est fait. Voilà. Donc en fait, nous pensons qu'il faut une sortie par le haut. Sinon, ça sera, parce que si on continue comme ça sera la paupérisation et ce sera la poussée de l'extrême droite. Il ne faut pas se leurrer. Donc, la seule solution, c'est une sortie par le haut. Voilà. Donc, c'est quoi une sortie par le haut? C'est une Europe qui se doterait d'un vrai budget, grâce à une fiscalité redistributive. Parce qu'aujourd'hui, le budget de l'Europe, il faut savoir que c'est
moins de 1% de l'ensemble du PIB européen. C'est 0,8%. Donc vous voyez un peu, pour comparaison, aux États-Unis, le budget fédéral est de 20%. Donc on le voit que aux États-Unis, si vous avez un pays bon, comme je sais pas moi, le Delaware ou la Californie qui est en difficulté, il sait qu'il peut compter sur quand même l'État fédéral, alors qu'en Europe c'est absolument pas le cas. Voilà, donc un vrai budget, une Europe qui établirait aussi des règles et un calendrier de convergence sociale vers le haut. Parce que si l'on veut en finir avec ces inégalités, des pays qui s'endettent et des pays qui accumulent des excédents, il faut évidemment une harmonisation des règles. Bon, il faut donc une Europe qui s'engagerait résolument vers la convergence écologique, parce que là aussi, on ne voit pas quel intérêt aurait chaque pays de développer, d'aller vers une économie décarbonée plus verte, parce que ça aurait un coût. Et dans un premier temps, il serait complètement battu au niveau compétitivité. Voilà. Alors pour ouvrir cette perspective d'une Europe, d'une sortie de crise vers le haut, il faut espérer un mouvement de fond des sociétés européennes, une puissante mobilisation citoyenne transeuropéenne. Cette mobilisation pourrait résulter des convergences, des mobilisations qu'on commence à voir, comme mobilisation syndicale, mobilisation associative, des indignés, on a même des citoyens qui exigent un audit des dettes publiques. Donc on le voit, il y a en Europe des capacités, des possibilités de mobilisation. Alors, la ratification du pacte budgétaire, je le disais tout à l'heure, va intervenir avant fin 2012. Et elle intervient alors que les effets des politiques libérales apparaissent aujourd'hui pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire catastrophiques. Donc c'est l'occasion pour les peuples de s'emparer de ces questions et d'en décider directement. C'est pourquoi je pense qu'il faut se battre partout pour un référendum, partout où sera possible, sur les choix européens. Une bataille pour mener ce débat approfondi. Bon, alors en France, on vient de chasser Sarkozy, donc la raison, elle est encore plus impérieuse. Donc il faut essayer de faire, il ne s'agit pas de se faire voler la victoire comme on l'avait fait en 2005, sur le référendum, vous vous rappelez, le référendum de 2005 sur l'Europe, où le non l'avait emporté grâce à une mobilisation populaire. Bon, mais là, nous sommes dans une autre situation, mais malgré tout, on peut dire que nos positions ont été confortées, puisque ce que l'on disait en 2005, c'est malheureusement vérifié aujourd'hui. La nocivité du traité de Lisbonne, aujourd'hui, on touche du doigt. Donc, et on le voit bien, les choses ont évolué, puisque même la Confédération européenne des syndicats, qui jusqu'à présent a voté tous les traités européens, était pour tous les traités européens, pour la première fois, la CES a dit qu'elle était contre ce pacte budgétaire, contre ce fameux TSCG. Voilà. Donc je crois que dans les jours qui viennent, dans les mois qui viennent, il s'agira de dire deux choses, que nous n'acceptons pas ce pacte budgétaire qui enfonce l'Europe dans l'échec, dans la récession, et nous voulons initier, avec les peuples européens qui le souhaitent, une construction alternative. Nous ne voulons pas du repli national, mais nous n'acceptons pas non plus les abandons de souveraineté démocratique au bénéfice de la finance, sous prétexte qu'il servirait de projet européen. C'est un petit peu le fait de mettre en place, dans certains pays, des équipes de technocrates. Voilà. Et au cas où la majorité issue des élections de mai et de juin n'engagerait pas l'organisation de ce vaste débat démocratique dont la France et l'Europe ont tant besoin, je pense qu'il faudrait que nous prenions l'initiative de proposer à la société civile d'organiser en France un référendum d'initiative citoyenne autour de ces questions pour que les millions de citoyens engagent avec nous ce débat et commencent à se réapproprier ensemble l'avenir de l'Europe. Voilà un petit peu les pistes que je pense moi qu'il faut tracer à la campagne à venir. On va intégrer dans la campagne cette question européenne parce que, je pense l'avoir démontré, elle aura des incidences très fortes sur les enjeux, sur les marges de manœuvre. Ça sera, si malheureusement une Chambre des députés ratifie le pacte, eh bien, ça sera vraiment un coup très dur porté à nos capacités de mobilisation, parce que ça sera, bon, ce ne sera pas tout à fait la Constitution, mais ça sera pratiquement comme si c'était constitutionnel, l'austérité. Et on ne sait même pas quand on en sortirait. Donc, ça serait, je crois, une mauvaise façon d'engager le nouveau quinquennat.
et ça serait surtout, je le crains, un boulevard pour le Front National. Donc il est important de mener cette bataille et de ne pas la laisser au Front National, parce que le Front National, lui, va mener bataille sur l'Europe en mobilisant sur un retour sur les frontières intérieures, et on sait ce que ça signifie. Après, il faut trouver des boucs émissaires, c'est les immigrés, etc. Et comme il y aura des échecs économiques derrière, ça sera le durcissement, et ce sera les évolutions vers des orientations. Là, c'est plus la droite extrême, c'est vraiment le fascisme. Hein. Voilà. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur la question de l'Europe. Le débat est ouvert. La clé de réflexion pour les socialistes n'est même plus la répartition des richesses. Et après, si on se base en plus sur leurs différents textes de congrès et prises de position antérieures sur les questions européennes, c'est, la fuite en avant des politiques austéritaires appliquées à toute l'Europe par la Troïka, comme l'a bien expliqué le camarade. Donc les questions qui se posent à nous, devant nous, et c'est pour ça que je serais peut-être un peu moins radicale, enfin, pas moins radicale, mais j'ai peut-être des petits points de divergence avec l'exposé qui a été fait, n'est pas seulement de dire seul le Front National serait la voie du retour à la souveraineté, parce que moi je ne me considère pas comme une fasciste, je pense, j'ai au cœur de mon combat l'internationalisme, mais au nom de l'internationalisme, je refuse de voir mon pays se démettre de la souveraineté populaire et faire en sorte que ce qui est voté dans mon propre pays par le peuple ne puisse être appliqué par des pactes et des propos qui sont ceux des banquiers. Donc au nom de l'intérêt des banques, on ne remet pas en cause le vote des peuples. Or c'est ce qui est fait dans la construction européenne. Et aujourd'hui, continuer à dire nous-mêmes que ce qui compte c'est le cadre européen parce qu'il est large, il est ceci, il est cela, à mon avis ne pose pas les questions essentielles que se posent nos concitoyens, de dire l'Europe à quoi elle leur sert, à part à démanteler leurs services publics, baisser leurs salaires, et toutes les conséquences néfastes. La seule, j'allais dire, la seule conséquence acceptable qu'a aujourd'hui l'Union européenne, c'est la stabilité monétaire qu'amène l'euro. Or, on peut être dans l'euro, les Anglais, eux, sont dans l'Europe sans être dans la zone euro, mais nous pouvons nous poser la question d'être dans l'euro sans accepter tous les traités abominables qui nous sont donnés. Et quand, au cœur de la campagne du Front de gauche, on en appelle à la désobéissance des traités européens, de fait, on en appelle à la désobéissance d'une souveraineté qui nous a été confisquée. Donc, la question européenne n'est pas de dire ce flou, parce que ça amènerait à se dire que tant qu'il n'y a pas une mobilisation de tous les peuples, de tous les pays d'Europe en même temps, on n'arrivera pas à sortir de ce carcan libéral. C'est super, j'allais dire, si on commence à le prendre comme ça, on rentre chez nous, on est quand même assez découragé, quoi. Mais c'est plutôt dire que partout où il y a des points et des points d'emprise dans les différents pays, et c'est aussi pour cela qu'on est allé voter le 6 mai pour François Hollande. On n'est pas allé voter parce qu'on croit à toutes les fadaises qu'il a racontées pendant la campagne, ni parce qu'on est d'accord avec la politique sociale libérale ou austéritaire qu'il propose, sinon on n'aurait pas eu de candidature. On est aussi allé voter parce qu'il était temps de faire reculer les libéraux dans l'Europe, et on savait qu'en faisant ça, on donnait un coup de main à nos camarades grecs, on donnait un coup de main à nos camarades allemands qui ont voté, aux Espagnols, aux Portugais, etc., qui luttent de partout. Donc une fois que nous, on a entamé ça, il faut continuer, certes dans les luttes, mais aussi continuer à convaincre nos concitoyens que dans le cadre de notre pays, si les députés Front de gauche sont majoritaires à l'Assemblée nationale, nous pourrons agir. Et nous ne serons pas prisonniers de l'austérité imposée par la Troïka, parce que nous la refuserons et nous sommes en capacité d'avoir notre propre souveraineté. Et si le peuple français refuse les politiques d'austérité, l'Europe ne peut pas faire comme si elle s'en désintéressait. On n'est pas un petit pays dans l'Union européenne. On est un des pays, on est le pays avec la population la plus nombreuse, me semble-t-il. C'est l'Allemagne. Bon, c'est l'Allemagne, et eux ils vieillissent alors que nous on fait plein de bébés. Et donc continuons. Et à côté de ça,
on est un pays qui produit beaucoup de richesses, on est un pays qui est géographiquement bien placé stratégiquement et géostratégiquement dans l'Union européenne. Donc on ne peut pas faire à la France ce qu'on a fait aux Grecs, à moins d'avoir un dirigeant qui laisse faire voire même qui ouvre en donnant les clés aux banquiers. Donc vraiment, cette campagne législative, elle est vraiment importante pour que chacun de nos concitoyens se dise: ils ont voté au premier tour pour se débarrasser de Sarkozy, ils vont voter à la législative pour savoir la gauche qu'il leur faut, la gauche de résistance et de combat. Et je pense que c'est à nous d'aller les convaincre que sur tous les sujets, la gauche de résistance et de combat, c'est le front de gauche. Et sur la question de l'Europe, on a les preuves et les faits à leur démontrer. Donc ça devrait être... facile, j'allais dire, non, facile, non. Mais ça devrait être motivant, en tout cas. Il faut qu'il y ait une majorité de députés front de gauche à l'Assemblée nationale. Parlons clair. Alors, il y a un copain qui m'a dit tout à l'heure, pourquoi je ne le dis pas. J'étais député, mais Isabelle est sénatrice. Arrêtons de tourner autour du pot par rapport à l'Europe. Il n'y a aucun texte européen qui est imposé à une nation. Ça n'existe pas. Voilà. Ça n'existe pas. Quand un pays... Hein, tu peux le dire gentiment. Ah oui, non, mais ça me... Mais chez l'agnac, c'est normal, non? Je le dis gentiment, mais avec conviction. Ça n'existe... Non, mais sérieusement, mes camarades, enfin, camarades, amis, que vous voulez. Alors, c'est entre nous, mais pas entre nous, il faut le dire. Ça n'existe pas. Il n'y a pas une directive... D'ailleurs, il n'y a pas de loi européenne. Il n'y a que des directives, Isabelle. Hein? Les directives sont applicables comme des lois, soi-disant. Non, c'est faux. Totalement faux. Il faut qu'elle soit ratifiée par le Parlement français. Point barre. Si elle n'est pas ratifiée par le Parlement français, la directive européenne Tartampion, elle n'est pas applicable en France. Alors, la Marine Le Pen, les nationalistes de tout genre, ils se font du discours politicien démago pour récupérer de l'électorat. Il faut de l'électoralisme pourri. Mais si on veut, en France, si on veut en Grèce, si on veut en Allemagne, etc., si on veut en Angleterre, l'Angleterre on fait la démonstration tous les jours, on peut très bien ne pas appliquer une mauvaise directive européenne. Rien ne nous y impose. Rien. Rien du tout. La preuve, c'est que le fameux déficit de Lisbonne, 3%, c'est Lisbonne, Amsterdam, je ne sais plus lequel, 3% de déficit qu'il fallait pas dépasser régulièrement depuis Maastricht, c'est Maastricht qui l'avait initié, régulièrement des pays dépassent les 3%. Régulièrement, les États qui le dépassent disent à l'Europe, I'm sorry, sir, je dépasse mes 3% de déficit. Et qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Les sanctions européennes qui s'appliquent à la France, qui s'appliquent à la Grèce, c'est parce que la France, la Grèce l'acceptent. Voilà. Un petit lien, le mouvement social, le mouvement des luttes, les rassemblements, 60 ans, etc., c'est essentiel. Et le pouvoir, c'est aussi essentiel. Un autre exemple, le peuple français a voté à 55% contre la constitution libérale de l'Europe qui voulait nous imposer, qui nous ont imposé comment? Tout simplement parce que le pouvoir français a décidé de le faire. C'est tout. Parce qu'il y avait suffisamment de députés et à l'époque de sénateurs de droite pour voter la constitution européenne libérale qui nous ont imposé. Voilà. Donc, la seule question, je veux dire, comment vous dire, la politique, c'est essentiel. Moi, je plaide pour que chacun mesure que le vote qu'on va réaliser le 10 juin est essentiel pour l'avenir du pays. Parlons plus clair, la gauche sera majoritaire. La gauche sera majoritaire. Voilà. N'écoutons pas les trucs, le Front National, machin. Oui, c'est dangereux, Front National. On va faire les accords avec le PS si on peut pour avoir le moins de députés Front National, d'accord. Mais la gauche sera majoritaire. Le PS risque d'avoir une large majorité à l'Assemblée nationale. Franchement, ça nous servira à quoi? À rien. Pas à rien, j'exagère. Encore que. Mais ça ne servira pas à grand-chose s'il n'y a pas beaucoup de députés front de gauche.
Je prends ma circonscription, enfin la mienne, la nôtre, la 5e, pas la 4e, parce qu'ils sont députés, eux. Ils vont gagner. Mais la 5e circonscription, Marie-Arlette Carlotti, elle va être députée à la place de Muselier. Voilà, c'est bien comme battre le Muselier. Franchement, Marie-Arlette Carlotti, elle sera la députée Godillot de François Hollande à l'Assemblée nationale. C'est tout. Si c'est Frédéric Dutoit qui est député à l'Assemblée nationale, lui, entre parenthèses, il a déjà fait la démonstration qu'il n'a pas été Godillot. Hein. Voilà. Il ne sera pas un député Godillot, comme tous les députés Front de gauche. Donc le seul enjeu, la seule question pour ces élections législatives, c'est de savoir combien notre peuple français va se donner, va investir dans l'assurance changement. Oui. Parce que le capitalisme, il est en pleine contradiction, là. D'un côté, il y a l'austérité, et de l'autre côté, il faut quand même un minimum de croissance, parce que s'il n'y a pas de croissance, on ne peut pas payer. Si vous avez des dettes et que vous ne pouvez pas aller travailler pour avoir des sous pour les payer, vous ne pouvez pas les payer. Et bien, des questions qui sont des questions bêtes et simples, les gens, ils se les posent comme ça. Ils ne se posent pas, à la limite, je ne veux pas te vexer, ma camarade, tous les sigles qu'on a donnés, mais ils s'en foutent des sigles, parce qu'ils n'y comprennent rien aux sigles. Eux, ils comprennent des choses simples. Ils comprennent le porte-monnaie, s'ils ont assez d'argent pour payer ou pas. Il y en a qui vous font au nom d'une science, je ne sais pas laquelle. L'entrepreneur, il était là, il leur expliquait, les noyait complètement. Heureusement qu'il y avait quelques-uns qui avaient une bonne petite logique à eux et qui lui posaient des questions simples. L'austérité, l'euro-fort, à quoi ça sert? Pourquoi l'euro-fort à moi? Qu'est-ce que ça me rapporte dans ma poche? Voilà, je voulais dire ça parce que je pense qu'il faut qu'on arrive, nous, quand on répond, à répondre par des réponses simples, parce que les gens, ils ont besoin de réponses simples. Et il ne faut pas trop qu'on aille se creuser. C'est sûr qu'il y a... Si on se met entre techniciens qui comprennent quelque chose, on peut faire de longues discussions, puis très techniques. Mais la masse... Sur les quelques points qui ont été développés là, simplement, le plus rapidement possible, moi je crois qu'en effet, il faut quand même raisonner sur ce qui est le plus probable politiquement. On peut espérer avoir une majorité de députés Front de gauche, on fera tout pour, je crois qu'on est d'accord. Ce qui est le plus probable politiquement, c'est qu'on n'ait pas une majorité de députés Front de gauche et qu'on ait quand même une majorité dite de gauche à l'Assemblée nationale, mais qui ne représentera pas les intérêts de notre classe. Donc je pense que c'est plutôt sur cette hypothèse-là qu'il faut raisonner. Mais cette hypothèse-là nous donne aussi de l'espoir. C'est-à-dire que ce qu'elle montre aussi, ce que nous montre bien l'exposé de Christian, et la réponse à la première question, hein, tout le monde se pose, c'est-à-dire que va faire le PS? On voit que le PS, de toute façon, il l'a déjà fait, il va le refaire. C'est-à-dire il va aller voter avec les conservateurs, avec ceux auxquels on va être nécessairement opposés. Donc ça nous donne aussi une ligne directrice par rapport à ce qu'on doit faire. C'est-à-dire ce qu'on doit faire là, c'est continuer à s'organiser comme on le fait là, continuer à s'organiser pour être une vraie force de résistance qui soit prête à répondre à tous les coups. Les premiers coups, ils viendront certainement de la façon dont l'Europe s'organise, mais ils vont clairement se déployer en France. Il faudra qu'on soit cette force de résistance totalement indépendante de toutes les forces qui appliquent ces politiques-là et qui sont en capacité de répondre au coup par coup. Parce que maintenant, ce qu'on a montré, c'est que cette force de résistance, on est capable réellement de l'incarner. Ce nouvel espoir, c'est la première assemblée citoyenne, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Après le deuxième tour, ce nouvel espoir, c'est la première fois, non seulement qu'on a réussi à battre la droite, à sortir Sarko, qui nous avait payé pendant 5 ans tout ce qu'il pouvait, et maintenant on a un mouvement organisé qui a eu une candidature qui fait un score à 2 chiffres avec des élans incroyables de militantisme autour de ça. Donc c'est la première fois qu'on peut vraiment affirmer qu'on a une forme de résistance qui est en capacité de répondre au Parti Socialiste et de répondre à tous les coups qui va essayer de porter sur la classe qu'on représente, la classe ouvrière. Bon. Et le dernier point sur cette question-là, c'est que pour revenir sur cette question expert ou pas, technique ou pas, moi je crois qu'il ne faut rien lâcher aux adversaires. Ce qu'on a aussi montré dans cette campagne, Jean-Luc Mélenchon, pas forcément le premier, parce que nous tous dans ces assemblées citoyennes, c'est que tous ces experts qui nous expliquent à longueur de journée qu'il faut se serrer la ceinture, parce que justement la politique c'est de la technique, que c'est trop compliqué pour les gens de base un peu comme nous, que le seul truc c'est que finalement, mais pour gagner de l'argent, il n'y a qu'un truc, c'est qu'il faut faire payer les pauvres. Comme disait l'autre, c'est vrai que c'est mieux de faire payer les pauvres parce qu'au moins il y en a beaucoup. Mais c'est pas exactement la logique qu'on devrait réellement appliquer quand on veut faire une politique de gauche. Et
du coup, je crois que ce qu'on a montré, ce qu'on doit continuer à montrer, c'est qu'on n'est pas encore tous des experts. Mais par contre, on doit tous devenir des experts. C'est-à-dire, il faut qu'on puisse répondre quand on nous explique que pour telle ou telle raison, parce que pour engraisser les banquiers, il va falloir que nous, on serre encore la ceinture, on va encore réduire le RSA, on va encore réduire les aides alimentaires, parce qu'il y en a qui doivent continuer à s'engraisser, parce que sinon ils vont partir. Nous, grâce à ces exposés, grâce à tous les exposés qu'on a eu dans cette campagne, on est maintenant en capacité de répondre à absolument tout. Et il faut qu'on continue à développer cette force de résistance, cette force d'information, cette force de formation, cette force d'éducation populaire, on peut le dire, hein, qui est capable à la fois de parler le langage le plus simple, le plus quotidien, qui vient à dire aux gens comment il faut qu'ils puissent sauvegarder leurs intérêts et arrêter de tomber dans leurs panneaux en permanence, mais à la fois leur dire, t'es aussi en capacité de savoir. Il n'y a pas que les puissants qui savent. Nous, on sait aussi, nous, on a des formes d'explication, et les formes d'explication qu'on nous donne, elles sont en convergence avec nos intérêts. Donc il faut qu'on continue à développer ces deux mouvements-là, l'organisation, la mobilisation, mais aussi la connaissance. Nous aussi, on peut savoir, nous aussi, on doit savoir, parce que ça aussi... Les dépenses qui nous intéressent, c'est-à-dire les dépenses d'éducation, hein, moins d'instituteurs, moins de professeurs, les dépenses de santé, hein, les dépenses qui visent à développer finalement une révolution écologique, comme on l'a dit dans notre campagne. Hein, l'aide, par exemple, au développement des technologies nouvelles. C'est ça, très concrètement, leur pacte de stabilité. C'est ça leur moyen de résoudre un déficit. Qu'est-ce que c'est un déficit? C'est la différence entre les dépenses et les recettes. Eux, ils veulent réduire le déficit en diminuant les dépenses, c'est-à-dire en diminuant finalement tout ce qui va dans notre intérêt, toutes les dépenses auxquelles nous avons intérêt, santé, éducation, et je ne parle pas du logement social, qui est un truc absolument essentiel pour le pouvoir d'achat des travailleurs, et notamment des jeunes travailleurs qui en masse ont voté pour la gauche et pour le front de gauche. Hein? Donc c'est très concret ce que Christian nous explique. C'est tous les jours, c'est ce qu'on vit tous les jours, c'est ce que nos enfants vivent tous les jours, c'est nos retraites. Hein? C'est nos retraites, c'est tout ça qui est en jeu derrière ces notions. Et moi je trouve que ce qui est frappant dans le vote, par exemple pour le Front de gauche à Marseille, c'est que c'est un vote d'unité sociale de tous ceux qui n'ont que leur force de travail à vendre. Qu'ils soient des gens très précaires, très pauvres, qui habitent dans des cités défavorisées, ou qu'ils soient des gens mieux dotés en diplôme, ils ont voté ensemble pour le Front de gauche. C'est ça l'analyse qui est faite aujourd'hui par les journalistes et les observateurs. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'il n'existe qu'un seul peuple de gauche. Et la question, elle est là. C'est-à-dire, de quelles idées ce peuple de gauche va s'emparer? Est-ce que c'est les nôtres, ou est-ce que c'est ceux des sociaux-libéraux? Et tout l'enjeu est là. Il y a plusieurs choses qui sont en train de débats très importants qui traversent la gauche au niveau français, au niveau européen. Et il y a une question qui vient tout le temps nous interroger, c'est comment ça se fait que ce capitalisme est en train de mettre en place des politiques qui tuent la croissance, qui tuent la création de richesse, alors que normalement on nous a toujours appris que le capitalisme, c'était son but c'était de créer de la richesse pour se gaver lui-même. Qu'est-ce qui se passe là? Mais je crois qu'il faut qu'on comprenne aussi qu'à un moment, cette attaque contre la croissance, elle est voulue, elle est construite aussi. Parce que c'est ce qu'on appelle la stratégie du choc. C'est-à-dire que si tout va bien, si tout se passe bien, et qu'on arrive devant le peuple et qu'on dit « Bon, ben moi je vais vous privatiser vos services publics, je vais vous supprimer la sécurité sociale » et que tout va bien, le peuple il dit « Non ». Il dit « Mais pourquoi vous allez faire ça ?» Tandis que si tout va mal, si effectivement il y a de plus en plus de problèmes, et ça on le voit depuis 40 ans, c'est la stratégie du capitalisme partout dans le monde, s'il y a énormément de problèmes, on peut dire oui mais vous comprenez, c'est pas qu'on est méchant, mais là on est obligé de vous l'enlever. Il faut que vous soyez raisonnable et que vous fassiez des sacrifices. Donc cette politique-là, elle est tout à fait cohérente si on la raisonne en termes de lutte des classes.
C'est-à-dire qu'effectivement, ils veulent récupérer toute la part du gâteau, et pour nous l'enlever, eh bien, il faut bien que le chien ait la rage pour qu'on la batte. Donc voilà, la question à ce niveau-là est tout à fait logique. Et alors, la question effectivement qui nous a fait rentrer directement dans le cœur du débat et directement le politiser, la position du PS. La position du PS, laquelle? Celle de hier? Celle d'aujourd'hui? Celle de demain? C'est compliqué la position du PS. Hein. Ils ont bien lu la relativité d'Einstein, ils n'arrêtent pas de bouger. Et c'est là-dessus que ça commence à être intéressant. Parce que justement, on voit bien dans quel, maintenant, ils ont le pouvoir. Et là, ils se retrouvent au milieu de leurs contradictions. C'est-à-dire, est-ce qu'eux vont participer à cette politique de destruction qui va les entraîner eux aussi? Ou est-ce qu'ils vont se positionner autrement et enfin répondre aux besoins du peuple? Ils n'ont pas tranché, ils sont très très embêtés. Ils voudraient bien appliquer une politique d'austérité et ainsi de suite, mais ils savent que ça va être catastrophique pour eux. Et donc effectivement, nous là-dessus, on a vraiment à se battre pour que le peuple exige qu'on réponde à ses besoins. Et ça s'appelle un rapport de force. Que ça soit avec le PS, que ça soit avec n'importe qui, ça s'appelle un rapport de force. Et c'est comme ça, je pense, qu'il faut le prendre. Et la question là-dedans aussi, parce que aussi, on a souvent cette question de il faudrait que ça bouge partout en Europe. Oui, c'est clair, ça serait vachement bien si ça bougeait partout en Europe. Mais la position de la France, elle est très importante là-dedans. Et c'est ça qu'on est en train de jouer. Parce qu'on voit bien, et c'est ce qu'on disait avant le 6 mai, que cet axe Sarkozy-Merkel, il est fondamental et il leur permet d'avancer à une vitesse folle et d'imposer des choses complètement folles. C'est pour ça que les Grecs attendaient que Sarkozy perde. Parce qu'effectivement, casser cet axe-là, c'était fondamental. Donc ce qui se passe en France est un levier très très important. On n'est pas obligé de rester l'arme au pied en attendant des lendemains qui chantent et où tous les peuples d'Europe d'un coup seraient conscients de la force qu'ils représentent ensemble et se lèvent ensemble pour renverser le capital. Il y a des choses à faire là qui peuvent renverser la donne. Et on le voit bien, on voit bien que c'est en train de leur faire peur ce qui est en train de se passer. D'autant plus que quelle était leur stratégie jusque-là? C'était que la poursuite de la crise au niveau européen devait amener à l'extrême droite. C'est ce qu'ils n'arrêtaient pas de dire. Ils nous faisaient peur avec ça, ça permettait qu'on soit raisonnable dans les urnes, qu'on vote le plus utile possible, et en même temps, ça permettait aussi que, voilà, les rouges n'arrivent pas. Qu'est-ce qui vient de se passer en Grèce? Il n'y a pas eu de raz-de-marée d'extrême droite. Il y a eu une montée très forte des nôtres. Parce qu'on ne peut pas les appeler autrement, c'est les nôtres. Et ça, là, ils commencent à avoir peur. Parce qu'ils se disent, mais cette stratégie du choc qui marche depuis des décennies, ça ne marche pas en Europe. Qu'est-ce qui se passe? Les peuples réagissent autrement. Et là, le ver est dans le fruit. Parce qu'ils ont créé des règles d'unanimité à 27. Le problème, c'est que s'il n'y a pas l'unanimité en Europe, il suffit de 2 ou 3 pays pour bloquer la machine. Et une fois que le système est cassé, ils sont très embêtés. Et d'autant plus qu'ils font cette stratégie du pire, mais ça les tue en même temps, ça les met dans une position d'extrême faiblesse. Sur la question des législatives, je ne sais pas, j'espère, Inch'Allah, je touche du bois, qu'il va y avoir une majorité front de gauche à l'Assemblée nationale. Ça va être terrible, cette chambre, elle va être magnifique, mais bon, imaginons, ça ne sera pas là pour tout de suite. Ce n'est pas forcément la question, ce qu'on disait dans la campagne, c'est le front de gauche, il a 10 ans pour prendre le pouvoir. La question, c'est demain, là, quand ils vont attaquer, juste après les élections, quand les marchés vont attaquer partout, en France et partout en Europe, sur quelle position on va pouvoir s'appuyer pour les contrecarrer? Et effectivement, s'il commence à y avoir une montée du front de gauche dans les élections législatives en France, qu'il y en a déjà eu une en Grèce, ça va faire des positions sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer. Leur politique étant pas possible à terme, étant une politique destructrice à terme, il va bien falloir les trouver, les solutions. Et il faudra pour ça qu'on ait des forces suffisamment fortes dans quelques pays, notamment la France, pour pouvoir être légitime à les proposer. Parce que Christian tout à l'heure disait de cette crise, il faut sortir par le haut. Il a doublement raison, il faut en sortir par le haut parce que c'est mieux pour tout le monde, mais c'est surtout parce que par le bas, il n'y en a pas de sortie. Il n'y a pas de sortie par la misère. Il n'y a pas de sortie par la destruction de l'économie, par la destruction du social. Donc la seule sortie, c'est nous qui la représentons. Donc c'est nous ou le chaos, ou la nuit qui tombe sur l'Europe.
Et donc il va falloir qu'après les législatives, on ait suffisamment de force, peut-être pas pour prendre le pouvoir tout de suite, mais pour faire que, à cette croisée des chemins européennes, ça soit le progrès qui soit choisi. Gramsci disait, la crise, c'est quand le vieux se meurt et le jeune n'arrive pas à naître. Les législatives, c'est l'accouchement.